Europe 1. Jean-Claude Brialy reçoit Isabelle Huppert. Oui. Comme elle est belle ce matin, un dimanche, toute blonde. Tu es plus blonde que d'habitude. Que jamais. Pourquoi ? Parce que c'était pour le film de Josiane Balasco, Sac de nœuds, qui doit sortir le 20 mars. Sac de nœuds ? Bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi tu veux que je le dise pas ? Mais Isabelle, c'est pas la peine de me faire les gros yeux. Ça va pas commencer le couple. Alors on va parler bien sûr du film de ta sœur Caroline qui sort là maintenant. Un très beau film que tu as fait avec Neil Aristrup. Et ça s'appelle comment ça ? Signé Charlotte. Signé Charlotte. Et Charlotte, c'est toi. Et Charlotte, c'est moi. Alors on va parler du film. Alors d'abord, après tu as fait le film de Josiane Balasco. Après, oui. Et pour le film de Caroline, j'ai eu beaucoup d'expériences capillaires tout au long de cette année. Parce que pour le film de Caroline, j'étais blanche avec des mèches rouges, parce que je joue une chanteuse de rock légèrement punkette. Oui. Et puis après, j'ai fait le film de Balasco. Ça va très bien, ce blond, qui est un blond blanc platine, marilinien, osons le dire. Oui, non, c'est vrai, très joli, parce que c'est un peu vénitien. C'est très joli, les yeux se sortent encore plus. Ben alors je vais rester comme ça. Non, mais oui, mais parce que tu as fini le film de Balasco. Oui, le film de Balasco, j'ai terminé il y a 1 mois, et puis il va sortir. Ton mari t'a trouvé très belle comme ça, donc tu restais comme ça. Oui, on parle pas de mon mari, s'il te plaît. Tu disais ? Pourquoi on parle pas de ton mari ? Parce que d'abord, j'ai pas de mari, je suis pas mariée, je te signale. Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai. Oui, il y a que toi qui l'appelle mon mari. Oui, enfin, le monsieur qui vit avec toi, qui est le père de ton enfant, quand même. T'en sais rien s'il vit avec moi. Ah bon, d'accord. Bon, on va parler du film de ta sœur. Oh, ça commence bien, c'est épouvantable. Elle est épouvantable. C'est ma fille, alors c'est pour ça que nous avons des rapports un peu difficiles. C'est pour ça que tu parles de ton gendre. Ben oui, mon gendre que je ne vois pas souvent d'ailleurs. Bah oui, t'as qu'à l'appeler. Bah oui, non, d'accord. Alors tu es une poisson, toi ? Moi, je suis poisson ascendant scorpion. Oui, c'est-à-dire que c'est la pire des choses. Les scorpions, ils se démolissent, ils se détruisent, ils détruisent les autres. Et poisson, au contraire, ça nage très bien entre deux eaux et ça sait ce que ça veut et ça va droit là où ça doit aller. Pas toujours droit, mais ça y va. Oui, c'est ça. Ça fait des petites galipettes. Ça se faufile. C'est ça. Alors, tu t'appelles Isabelle et Anne, c'est ton deuxième prénom ? Anne, c'est mon deuxième prénom, c'est le prénom de ma mère. Très joli. C'est le prénom de ma mère. T'es née à Paris ? Oui. Et tu es le 16 mars, hein ? Oui. On dira pas la date. On dira pas la date. Non, mais moi, c'est marqué sur mon papier, 1905. Tu es très bien conservé. Tu as 4 sœurs ? 3 sœurs et un frère. Ah, c'est 3 sœurs et un frère. Oui. Et les 4 sœurs, c'est vrai, avec toi, c'est vraiment les filles du docteur March, hein, parce que je parle avec Caroline, ta sœur qui a fait le film, en me disant que vous êtes toutes quand même dans le cinéma. Plus ou moins, oui. Enfin, j'ai une sœur aînée qui est pas tout à fait dans le cinéma, qui est professeure de sociologie. Et puis j'ai un frère qui n'est pas non plus dans le cinéma. Oui, je parle des sœurs. Elisabeth. Elisabeth est dans le cinéma, dans la littérature. Elle écrit. Et puis, elle a tourné comme actrice. Elle a fait l'actrice quand même. Oui, elle a joué aussi. Et puis, toi, t'es la plus petite. Moi, je suis la dernière, oui. Je suis la chouchoute. La chouchoute. Alors, c'est assez rare qu'une sœur fasse un film pour sa sœur. Oui, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma. C'est vrai, je crois que c'est la première fois. Et c'est un film très beau parce que c'est un peu comme Bonnie and Clyde. Je veux dire, c'est à la fois 2 personnages comme ça c'est une belle histoire d'amour. Il y a 3 femmes, il ne faut pas oublier Christine Pascal qui joue la femme de Neil Aristrup. Et puis tout d'un coup, tu es une revenante, tu as des problèmes, tu viens donc vers un homme qui est Niels, que tu as aimé, et on ne sait pas si tu l'aimes toujours, et tu viens foutre la pagaille parce que tu es inconsciente, innocente, un peu une enfant à la fois craintive, solitaire et aussi capricieuse, car tu joues avec la mort, tu joues avec la vie. T'as un personnage aussi plein d'espoir et plein de... Oui, c'est un personnage optimiste en même temps. C'est ça. Elle est, je crois qu'elle est, elle est fatale un petit peu pour fatale Niels, comme la fatalité. Mais comme la fatalité, oui. Elle n'est pas fatale par méchanceté ni par perversité. Elle est fatale parce que je crois que c'est un personnage qui dérange et qui questionne en même temps. Et finalement, dans ses questions, elle a une forme de générosité, comme tous les personnages un peu subversifs. Elle remet un peu Mathieu, le personnage de Niels Aristrup, en question pendant ces 3 jours, parce que le film se passe pendant 3 jours. Et 3 nuits, parce que c'est important les nuits, oui. Mais finalement, je crois que cette espèce de passage éclair, cette irruption qu'elle a dans la vie de Mathieu, elle lui fait se poser des questions et finalement,
je crois qu'elle ne lui fait pas que du mal, elle lui fait aussi du bien. Mais c'est vrai qu'elle sème beaucoup de catastrophes. Et puis elle représente un idéal de vie auquel finalement Mathieu avait renoncé pendant un certain temps, puisque quand il l'a quittée, il s'est mis à vivre avec une femme plus bourgeoise, plus conventionnelle. Et il se trouve confronté à un choix qui est un choix, je pense, auquel beaucoup d'hommes se trouvent confrontés. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux de vivre avec une femme un peu irresponsable, une femme enfant, une femme qui vous emmène comme ça vers un univers un peu plus fou, ou bien est-ce que c'est mieux de vivre avec une femme plus protectrice, une femme plus maman, qui est donc représentée par Christine Pascal. Et c'est la première fois que tu chantes? C'est pas la première fois, j'avais déjà chanté comme ça pour m'amuser dans des émissions de variété, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de chanter, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un disque, mais j'avais envie que ça parte du cinéma, j'ai toujours envie que tout vienne du cinéma. Et puis, j'en avais parlé à Caroline, donc c'est pour ça qu'elle a imaginé de faire de Charlotte un personnage de chanteuse, ce qui convenait bien au sujet du film, parce que ça permettait comme ça de montrer Charlotte dans un univers plus inachevé, moins installé, et qui s'opposait bien à l'univers dans lequel vit Mathieu, puisque lui est un professeur. Donc ça permettait comme ça de montrer le personnage un peu plus marginal. Dans sa marginalité, dans son errance, oui. Jean-Claude Brialy reçoit Isabelle Huppert. Alors Isabelle est née, pas à Paris, mais à Ville-d'Avray, dans une grande maison. Il y avait un grand jardin où vous vous amusiez avec tes petites sœurs, avec tes grandes sœurs. Un très grand jardin, oui, avec des cachettes partout, quand même les enfants. C'est un jardin qui nous a marqués, je crois. Oui, des beaux souvenirs. Qui donnait lieu à beaucoup de rêves et d'aventures. Et de souvenirs qui ne sont pas chiffonnés, comme la chanson. Alors, tu avais des nattes? J'avais des nattes que me faisait Caroline. J'avais des très longs cheveux. Caroline s'occupait beaucoup de moi. Elle me faisait des habits pour mes poupées, elle me tricotait mes nattes. Elle me faisait mes nattes. Et tu avais beaucoup de mal à sortir de l'enfance quand même Oui, j'ai toujours du mal, oui. Parce que, je sais pas, peut-être parce que je suis la dernière d'une famille. Je crois que toute sa vie, on traîne un statut soit d'aîné, soit du milieu, soit de bébé, de dernière. Et je pense que d'être la dernière d'une famille nombreuse, ça vous prolonge plus dans l'enfance. On a plus d'être protégé, d'avoir... Oui, mais j'ai choisi le métier qui convient à ça, je dirais. Parce que quand on est acteur ou actrice... On est pris en charge. On est relativement pris en charge, enfin à certains moments, pas toujours. Mais c'est vrai que ça prolonge un peu cette idée de... On est un petit peu materné quand même. Alors, à 12 ans, tu te regardais dans la glace et tu voulais tu trouvais que tu avais l'air d'une actrice ou pas? Pas du tout, non. J'ai jamais pensé que j'avais l'air d'une actrice. Non, tu faisais attention, tu commençais à te pomponner un peu? Non, j'étais pas spécialement coquette. Je crois que c'est un désir comme ça qui est venu plus tard. Je crois que c'était assez inconscient, c'était assez diffus au début. Je me suis jamais réveillée en matin en me disant je vais devenir actrice, mais c'est vrai que quand j'étais en philo, j'ai commencé à suivre les cours du conservatoire de Versailles. Ma mère m'y avait poussée d'ailleurs. Mes parents m'ont jamais freiné dans cette direction. Au contraire, ils m'ont plutôt poussée, à faire ce que j'avais envie de faire. Mais c'est plus tard que ça s'est clarifié. Et c'est l'invitation au château J'avais joué l'invitation au château, oui, d'Anouilles, au carrément. lycée. Carrément, oui, j'avais pas hésité, je jouais... j'avais 13 ans. T'allais pas beaucoup au cinéma? Très peu, parce qu'on vivait en banlieue et il n'y avait pas beaucoup de cinéma, on allait très peu à Paris et on n'a pas eu la télévision très tôt, donc en fait, j'allais pas du tout au cinéma quand j'étais petite. Et t'aimais bien jouer les femmes de 30 ans, les femmes plus âgées que toi? Oui, ça c'était une fois quand j'avais joué l'invitation au château, mais ça m'a bien quitté après, parce qu'au contraire, j'ai eu envie pendant très très longtemps, au contraire, de jouer les adolescentes prolongées et les petites filles. J'ai toujours aimé jouer ça. Mais comme tu étais une bonne élève, quand tu étais une très bonne élève comme tes sœurs... Pas toujours très bonne, mais ça allait, quoi. Assez bonne, quand même. Oui. Tu veux dire, c'était pas une ringarde au dernier de la classe. Oui, ça... non, mais tu étais plus que moyenne, je veux dire, quand même. Et quand tu as joué l'invitation au château, tous les professeurs du lycée t'ont encouragé à faire ce métier. Oui, c'est Caroline qui a dit ça. Moi, je m'en souvenais pas particulièrement. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais elle se souvient effectivement que tout le monde m'avait trouvé. Ah, t'es comme les actrices. Il y a beaucoup d'actrices qui disent « Ah bon, hier, j'ai existé hier ?» Je ne sais pas, peut-être. C'est vrai, peut-être... Je sais pas, quand on est actrice, on a un petit peu du mal à se pencher sur son passé. C'est quelque chose qui est là, qui est dans un coin de votre tête. Il est tout neuf. Il est tout neuf, c'est vrai, oui. J'ai commencé très tôt et puis je n'ai jamais que 12 ans finalement.
Donc, Oui, 12 ans de métier. 12 ans de métier. Oui. Un jour, elle m'a dit ça, elle m'a dit « Oh, comment tu as pu annoncer que j'avais 10 ans de métier? On va croire que je sais pas quel âge. » Elle est quand même préoccupée par cette histoire d'âge, hein? Non, Un petit peu. Non, je l'étais plus avant. En tous les cas, je vais te dire, on est seulement à la radio, quel dommage, mais qu'est-ce que tu es jolie, vraiment. Hein? Tu me donneras l'adresse de tes crèmes. Hein? Elle en a pas. J'en ai pas. Ah, c'est ça. J'ai rien. Oui. Non, mais c'est vrai, elle est très jolie. Et puis ça te va bien, cette couleur-là, qui n'est pas une couleur d'ailleurs. C'est quoi? Je sais pas, c'est comme les blés. C'est blanc. Oui, comme ça, si tu as des cheveux blancs, on les voit pas. Voilà, j'ai commencé très vite. Oui. Alors, tu poursuis ta philo. Oui. 3 fois par semaine, tu vas au Conservatoire de Versailles. Où j'ai eu un premier prix. Et tu as eu un premier prix dans quoi, tu te rappelles? J'ai eu un premier prix dans Boubou-Roche de Courteline et dans Un Caprice, dans Madame de Léris de Musset. Ah, tu jouais Madame de Léry? Non, pas Madame de Léry. Mathilde ou Madame de Léry? Mathilde. Je sais plus. Mathilde, peut-être. Ah, oui. Non, Madame de Léry. Non, Madame de Léry. Je crois. Ah, ouais, carrément, tu avais la taille au-dessus, alors. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors après, ton bac, tu entames une licence de russe. Alors après, oui, j'avais fait du russe au lycée. Oui, t'as toujours été quand même un peu frappé, parce que quand même, je veux dire, les autres vont apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Non, toi, c'est le russe. Moi, j'avais choisi le russe, oui. Mais c'était tes convictions personnelles, pas politiques? Du tout, non. C'était parce que quoi? Tu trouvais que c'était beau? Oui, je trouvais que c'était beau, je sais pas. C'est peut-être. J'ai des origines un petit peu slaves, alors peut-être que, je sais pas. C'était les langues orientales. Et tu vas... J'y suis restée très peu. Hein. Oui. Je suis restée 2 ans, et puis après j'ai commencé le centre de la rue Blanche, et puis après j'ai commencé à jouer assez vite. Et voilà. tu rentres au conservatoire? Et je suis rentrée au conservatoire, oui, mais ça faisait déjà un moment que je jouais. Et tu es resté 3 ans là? Oui, bah oui. Et dans la classe d'Antoine Vitesse? D'abord dans la classe de Jean-Laurent Cochet pendant 1 an, et ensuite 2 ans chez Antoine Vitesse. Et après chez Boudzinaz? Boudzinaz, oui, un petit peu après, oui, j'ai suivi ses cours. Tu expliques quand même que tu es vraiment maintenant définitivement frappé. Non, je ris, parce que de Cochet, Vitesse et Boudzinaz, je veux dire, c'est quand même moi j'aime bien aller voir partout. Non, mais en plus, ce sont des bons professeurs. Oui. Hein? Et tu n'étais pas très bien dans ta peau à cette époque-là? Un petit peu moins bien que maintenant. Je sais pas si on n'est jamais bien dans sa peau quand on a 20 ans. Je crois que, je sais pas, c'était une période comme ça un peu difficile. Je crois que toute la génération un peu d'après mai 68, moi pendant mai 68, je sais pas, j'étais en 3e ou en seconde. Je crois que à la fois ça nous a donné un sens comme ça de la liberté, de la fête, l'idée qu'il pouvait se passer plein de choses. Et puis après, il y a eu une retombée peut-être un peu difficile. Je crois que toute cette génération-là avait été un petit peu envahi par des idées un peu négatives, finalement, pas très constructives. Je trouve que la génération de maintenant est beaucoup plus volontariste. Il y a beaucoup plus un discours comme ça sur la réussite, sur le plaisir, sur le bonheur, qui a aussi, je crois, ses inconvénients, parce que c'est souvent, bien souvent, je trouve, au détriment d'une certaine émotion. Je pense que la génération, dont je suis et qui avait à peu près 20 ans à cette époque-là, était peut-être un petit peu plus perdue, se posait plus de questions. Et je crois que c'était plus difficile comme ça de s'engager tout de suite dans quelque chose de très constructif à cette époque. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand on parle avec les gens qui t'ont connu quand tu étais petite fille, tu ne te trouvais pas très jolie et tu avais besoin de t'affirmer, de plaire. Je me trouvais un peu pâle, oui, je me trouvais un peu inoffensive, Il y avait une phrase comme ça en exergue de La Dentelière, qui était une phrase de Robert Musil, qui était très très belle. Je me souvenais plus exactement ce que ça disait. C'était tiré d'une nouvelle de Musil qui s'appelle Tonka et qui parlait de La Dentelière comme un petit flocon, comme un grain de sable, comme quelque chose de très très petit perdu dans l'univers. Et je crois que je me sentais très comme ça. C'est pas un hasard si j'ai tant aimé jouer La Dentelière, et je crois que ça faisait écho à quelque chose de beaucoup plus primitif et beaucoup plus ancien, parce que je me souviens que mes premières lectures et mes premiers personnages de fiction dans lesquels je me suis identifiée très 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 fort finalement, c'était des personnages des contes d'Andersen, qui étaient la petite sirène et la petite fille aux allumettes. Et j'ai toujours pensé, en jouant La Dentelière, en jouant peut-être même La Dame aux camélias, des personnages comme ça, qu'elles étaient les héritières de ces premiers personnages comme ça de contes qui ont un peu hanté mes rêves d'enfant. Jean-Claude Brialy reçoit Isabelle Huppert. Alors Isabelle, c'est vrai que très jeune, à 17 ans, les spectateurs savaient déjà que tu étais une actrice.
Enfin, ils n'étaient pas très nombreux encore. Non, mais comment enfin, ça va tu avais savoir. déjà commencé à faire des choses. Oui, j'ai tourné mon premier film avec Jacques Brel, qui était un film qui s'appelait Le Bar de la Fourche, qui avait été réalisé par Alain Levent. Et puis tout de suite après, j'ai tourné César et Rosalie, qui était mis en scène par Claude Sautet, où j'étais la petite sœur de Romy Schneider. Puis après, j'ai tourné Les Valseuses. Et puis parallèlement à ça, j'ai beaucoup fait de télévision et de théâtre aussi. Les valseuses, c'était un petit personnage teigneux, un peu... Un peu, oui, révolté comme ça, qui quittait ses parents d'une façon assez fracassante. Et c'était une scène comme ça... Très jolie. Assez percutante et qui m'a Et au milieu de ces trois apporté monstres, beaucoup de choses. qui étaient Miu Miu, Patrick Devers et Gérard Depardieu, qui ont éclaté, eux, avec ce film, on t'a connu aussi. On m'a connu, oui, beaucoup à travers ce rôle, et puis plus tard, à travers aussi un autre personnage que j'aimais beaucoup, qui était Aloïse, qui était l'histoire de cette femme peintre qui était folle et qui était jouée par Delphine Seyrig dans la partie adulte et par moi dans la partie adolescente, et qui était fait par Liliane de Kermadec. Alors, ton premier, c'était les dessous de carte d'une partie de Whist, c'est ça, de Absolument, c'était pas un rôle, c'était une figuration, c'était mon premier télévision. Contact avec une caméra. Et puis après, Santelli t'avait demandé de jouer Gilbert Swann. C'est ça, dans une série qui s'appelait Les 100 livres, oui. Je crois, et qui était une série sur Proust où j'avais fait ce rôle. Et puis après, tu joues Madame Baptiste aux côtés de Pierre Mondy. Oui, une nouvelle de Maupassant. Oui. Très très beau rôle aussi. Et là, où déjà, tu jouais une femme qui avait un lourd passé. Oui. Violée à l'âge de 13 ans par un garçon de ferme. Carrément. Carrément, j'ai attaqué très fort. Un rôle de composition. Bien sûr. Alors, ta première apparition au théâtre, c'est dans Les Précieuses Ridicules, à la Comédie Française. Oui, c'est ça. J'avais déjà... Oui, donc j'avais fait du théâtre au lycée, mais sinon, officiellement, je faisais une figuration à la Comédie Française, où j'étais figurante pendant assez longtemps, presque un an, je crois. Et c'est Jacques Spiesser qui t'avait rencontré au conservatoire, qui m'a mis en scène dans une pièce de Jean-Jacques Varoujan, au Petit Viendra-t-il un autre été, qui était une pièce sur des enfants, où il y avait Jacques Villeray, Martine Chevalier, Pierre Roman. Et puis en 73, avec tes sœurs, Caroline et Elisabeth, tu vas dans une salle de café-théâtre. Oui, Elisabeth avait écrit une pièce qui s'appelait La véritable histoire de Jacques Léventreur. Qui était écrite par Elisabeth, c'est ça? Écrite par Elisabeth et jouée par Elisabeth et moi, et mise en scène par Caroline. Et on a joué c'était le commando Huppert. qui débarquait, oui. Huppert, c'est ton vrai nom? Huppert, c'est mon vrai nom, absolument. Alors la pièce gagne beaucoup d'argent, elle obtient un véritable succès, et vous la jouerez 8 mois. On l'a joué, enfin moi je ne l'ai pas joué pendant les 8 mois, parce qu'après je suis partie, j'ai fait d'autres choses et je me suis fait remplacer, mais la pièce a tenu très très longtemps, oui. Et tu joues, tu reprends le rôle qu'Ingrid Bergman avait créé pour Qui sonne le glas. Pour Qui sonne le glas, oui, j'ai joué avec Robert Hossein à Reims, et on avait fait ce spectacle. Ah oui, mais je veux dire, tu es quand même quelqu'un qui prend des risques. C'est-à-dire, quand on voit le début de ta carrière, enfin le début de ta vie où tu es timide, enfin où tu restes un petit peu comme ça dans un coin, tu attends qu'on vienne te chercher. Oui, mais c'est une chose, je crois, d'être timide dans la vie, et puis c'en est souvent plus on est timide dans la vie, et moins on est timide sur une scène et sur un plateau de cinéma. Et moi, j'ai jamais été timide. Enfin, la caméra m'a jamais fait peur. J'ai jamais eu le trac. C'est venu naturellement. C'est vrai que c'est pas une chose que j'ai eu à apprivoiser. Je suis frappé par tes rencontres. Je veux dire, tu rencontres des gens comme Vitesse. Tu vas dans sa classe. Bon, tu n'es pas son ami, mais après tu vas aller chez Hossein à Reims. C'est une démarche. Je veux dire, ça demande. C'était Hossein qui m'avait engagé à la suite de Viendra-t-il un autre été, justement, qui m'avait vu dans la pièce et qui m'a engagé. C'est aussi là-dedans que j'avais été engagée pour Les Valseuses. Alors là, tu restes à Reims combien de temps? Oh, j'y suis restée 4 mois, le temps de répéter et de jouer. Et c'est un beau souvenir, ça? Oui, c'était un très beau souvenir. Très, très beau. Et puis là, on te fait rater le prix d'interprétation à Cannes pour La Dentelière. Oui, je ne l'ai pas eu pour La Dentelière, mais par contre, La Dentelière a très, très bien marché. Et puis, je l'ai eu pour Violette Nausière l'année suivante. Donc, j'ai eu le sentiment que je l'avais pour les deux, un petit peu. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Oui, probablement. Et alors, je t'ai vu, moi, dans On ne badine pas avec l'amour, au Théâtre des Bouches que du Nord. Caroline avait mis en scène pour les Bouches du Nord et qui avait été filmé pour la télévision. Avec aussi. Didier Hautepin qui jouait et Sabine Hautepin. Et Sabine. Qui jouait Rosette. Et le théâtre, t'as envie d'en refaire? Alors, j'ai très envie d'en refaire, mais je crois que c'est une démarche un peu différente de faire du théâtre. Le cinéma, c'est plutôt les gens qui viennent vers vous. Enfin, on a un désir de vous engager dans un film. J'ai le sentiment que le théâtre, ça devrait plutôt venir de moi. Il faudrait que je suggère une pièce, que je demande à un metteur en scène. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai très envie d'en faire. Mais on te fait lire des pièces de théâtre? Non, je ne reçois pas beaucoup de pièces de théâtre d'une façon générale. Mais tu as envie de la faire? Oui, j'aimerais beaucoup jouer un Marivaux. Tu voudrais jouer un classique? J'aimerais assez, oui.
Enfin, si je recevais une pièce contemporaine, j'adorerais faire une création, mais enfin, j'en reçois pas tellement pour le moment. On peut lancer déjà un appel, s'il y a des jeunes auteurs ou des auteurs confirmés qui ont envie. Non, c'est vrai, d'ailleurs j'avais proposé à Isabelle de jouer les Ocadiens. C'est vrai. Et elle n'avait pas dit non. Mais enfin, ça ne pas très bien. Oui. Il y a Miu Miu qui va au théâtre en ce moment. Là, oui, elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance. Avec Samy Frey. Chez Baron Renaud, une pièce de Marguerite Duras, ça te plairait bien. Oh oui, ça j'adorerais. Parce que tu aimes bien Marguerite Duras, tu aimes bien les Baron Renaud et tu aimes bien Samy Frey. Absolument. Les deux tartes. Tu vas les prendre, les deux tartes. Quelle chance Jean-Claude Brialy reçoit. Ah oui, Isabelle Huppert. Oui, c'est agréable d'avoir une actrice qui est jeune, qui est belle et qui est intelligente parce que elle a oublié d'être bête, la petite fille. Mais je suis content parce que je suis son père adoptif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de père adoptif? Non, c'est une vieille histoire, on vous racontera. Je la connais quand elle était toute petite et qu'elle faisait des châteaux de sable à Saint-Jean-de-Luz. Et moi, j'étais leur maître nageur à ce moment-là. Moi, je veux des photos. Et alors, on est rentré dans une cabine et elle m'a dit, mais vous pourriez être mon père. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Bon. Alors, en 5 ans, tu fais 15 films quand même, dis donc. J'en ai fait 38 en tout. Oui, mais avant La Dentelière, tu fais 15 films en 5 ans. Ah, déjà avant La Dentelière, 15 oui, c'est fou. Oui, c'est fou. Tu as commencé et tu as tourné tout le temps. Et des beaux rôles. Sans compter tous les films pour la télévision aussi que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Et tu te sentais en sécurité quand tu tournais? Quand tu ne travailles pas, tu te sens perdu? Je me sentais assez perdue, oui. À une époque comme ça, enfin un peu plus tard après La Dentelière, où j'ai enchaîné film sur film pendant 2 ans. Alors je crois plus on enchaîne les films les uns après les autres, comme ça, plus on a du mal à reprendre pied avec la réalité. Maintenant, moi, j'arrive plus à... Au contraire, j'aime mieux ne pas les enchaîner, et j'aime bien prendre du temps entre les films. Alors tu es apparu dans Faustine et le Bel Été? Oui, j'avais un plan, enfin, fallait vraiment pas me louper parce que j'étais avant le générique, donc il y a peu de gens qui m'ont vu, je crois. Et tu n'as jamais retravaillé avec Nina Campanès? Non, jamais. T'as vu une fois, ça t'a suffi? Ça lui a suffi. Ça lui a suffi. Dupont-la-Joie, c'est Yves Boisset. Parce qu'on a parlé, oui. On a parlé des valseuses, on a parlé d'Aloïse. Et puis Dupont-la-Joie, c'est d'après, c'est un film avec... Avec Jean Carmet, oui. Où j'étais encore vouée à un triste sort, encore violée. Et puis Docteur Françoise Gaillan. Où je faisais la fille d'Annie Girardot. Un énorme triomphe, oui, ça. Un grand succès. Et ça, c'est un plaisir de tourner avec Annie Girardot. Ah, c'était formidable. Hein? Ouais. C'est une grande actrice. Grande actrice, immense. Et puis dans la vie, elle est une femme... parce qu'elle n'est pas du tout contre les jeunes filles qui pourraient la pousser un petit peu. Je dirais, elle t'aide plutôt. Oui, tout à fait. Ouais. Quels sont les acteurs un peu âgés comme ça, enfin plus âgés que toi, qui dans les films que tu as traversés t'ont aidé, ont été gentils? Jean Carmet, j'aime beaucoup tourner avec Carmet. J'ai tourné plusieurs fois avec lui parce que j'ai Dupont-la-Joie, puis Violette Nausière où il faisait mon père, et puis Sac de nœuds, le film de Balasco où il joue aussi. Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant. C'est vrai qu'on a tourné ensemble Le Juge et l'Assassin. Oui, on n'avait pas vraiment de scène ensemble. Non, jamais, on s'est même jamais rencontrés dans le film. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'était quand même tes débuts, ça, Le Juge et l'Assassin? Le Juge et l'Assassin, oui, c'était avant La Dentelière. C'est ça. C'était juste après Aloïse, ou juste avant. Oui, nous tournions à Vals-les-Bains. À Vals-les-Bains, en Ardèche. Oui, c'était surtout Galabru et Noiret qui avaient des rôles importants. Et puis il y avait René Faure, qui jouait la mère de Noiret, toi. Et moi. Et toi, qui était formidable. Oui, nous étions avec tes plus beaux rôles. Oui, Jean-Claude, il est toujours formidable aussi. C'est vrai? Non, c'est vrai, mais ce rôle-là était extraordinaire. Et puis alors, très émouvant. Je suis Pierre Rivière. C'est quoi ça? Je suis Pierre Rivière. C'était un film de Christine Lipinska, avec Jacques Spiesser dans le rôle de Pierre Rivière, où je faisais une des deux sœurs de Pierre Rivière. L'autre était jouée par Marianne Épin. C'était un petit rôle. Et ton premier rôle très important à ce moment-là, c'est le petit Marcel? Après, c'est ça. Il y a eu le petit Marcel, toujours avec Jacques Spiesser, qui était un film de Jacques Fansten. Et puis après, La Dentelière. Et alors, Bertrand Tavernier, qui t'aime beaucoup et avec lequel tu as tourné... Coup de torchon, 2 films. 2 films, ça tu vas en faire un 3e. Probablement. Bon. Et il dit que tu es une actrice mélodique. C'est gentil. C'est beau. Oui, c'est très beau. Oui, c'est joli, ça. Bah oui, il a raison, je ne sais pas, mais c'est vrai que on joue, je crois, souvent... on pense souvent à des musiques quand on joue. Et quand je jouais le film de Caroline, je disais toujours que j'avais l'impression de jouer une sonate de Mozart. Je crois qu'on aime bien faire comme ça des comparaisons, soit avec de la musique, soit avec de la peinture. Je crois que
On aime bien comme ça Il y a des metteurs en scène d'ailleurs. Il y a rêver à Jean ça. Mercure, il dit donne-moi du bleu, donne-moi du vert, Voilà. donne-moi du rouge. Et Godard aussi parle Ouais. très souvent de peinture. Il dit qu'il travaille sur une toile blanche, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que l'écran du cinéma c'est une toile blanche. Piala aussi aime beaucoup la peinture. J'ai souvent vu que les grands metteurs en scène aimaient beaucoup la peinture ou avaient fait de la peinture eux-mêmes. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Je sais, j'ai appris à jouer du piano comme beaucoup de petites filles, mais Et tu j'en sais joue en pas jouer très bien. Oh, pas très bien, non, j'ai un peu oublié. Tu te mets au clavier, tu regardes la personne Je regarde qui t'écoute. je joue la lettre à Élise. Guère plus. Ah bon? Et la peinture? La peinture, je l'aime, mais non, je suis pas très douée Tu pour ne la fais pas de la peinture comme Caroline certaines peignait actrices. très bien. Non. Ah oui. Ah oui, Caroline, elle peignait très très bien. Toi non. Non, moi je suis pas très La manuelle. cuisine? Ah, pas du tout, encore moins. Non, si je fallait choisir, je crois que ça serait encore plus la peinture que la cuisine. Ah bon? Oui, Donc tu n'es pas tout à fait une femme d'intérieur. pas vraiment, non, je suis plutôt une femme d'extérieur. Tu as été voir Johnny Hallyday? Oui. Ouais, c'est formidable. bien. Ah, formidable, magnifique. Tu aimes bien aller voir les... Ah, j'aime bien, oui, j'aime bien aller voir les chanteurs, beaucoup. Alors, Violette Nozière, c'est un énorme succès. Et pour toi, c'est un triomphe. Oui. D'abord, le film était très beau. Le film est magnifique, oui, j'aime beaucoup. beaucoup. Hein. Et tu as eu le prix, Prix d'interprétation à Cannes. à Cannes. C'est quand même pas n'importe quoi. Et puis, tu tournes Retour à la bien-aimée Le film de Jean-François Adam. avec Oui, Jean-François Adam, que j'ai connu moi quand il avait 17 ans. Ah ouais, qui était un beau film, un peu particulier, mais qui était très beau, mélancolique, enfin nostalgique. Mais qui est un film un peu intimiste, comme ça, avec une petite Oui. musique. Oui, oui, oui. Ton partenaire, c'était C'était qui? Jacques Dutronc et Bruno Gantz. T'as pas dû t'ennuyer avec Jacques Dutronc? Je l'ai retrouvé après sur le film de Godard, sur Sauf qui peut. Mais on n'avait pas beaucoup de scènes ensemble sur Sauf qui peut. Parce que Jacques, c'est un personnage. Oui, oui, oui. Il était à la fois, je n'ai encore pas compris qui il était, moi. Et je sais Moi, pas j'ai s'il a fait 2 compris films lui-même. avec lui. Oui, c'est ça, mais il est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, moi je l'aime beaucoup. Parce il trimballe avec lui Un univers. un univers Ouais. vrai, et puis un vrai charme. Ouais. Hein. Puis je l'aime beaucoup comme chanteur. Et puis alors là, tu vas tourner avec mon ami Téchiné, que j'aime beaucoup aussi. Un film qui n'a pas eu de succès et qui était pourtant un très beau film, Les Sœurs Brontë, où il y avait tout de même, c'était un film de femmes, avec 3 femmes, donc il y avait Isabelle Adjani encore, et puis Marie-France Pizier, et toi, et puis... Pascal Grégory. et Pascal dans le Grégory rôle qui de jouait Bernard le Mendy. frère. Je crois qu'il y a eu un petit peu un malentendu en fait sur ce film parce que le film s'appelait Les Sœurs Brontë. Je crois qu'il aurait dû s'appeler Le Frère Brontë en fait. C'était plus un film sur le frère que sur les sœurs, sur cette personnalité, la personnalité cachée du frère qui n'a jamais été connue et finalement qui en est mort. Mais l'atmosphère était difficile parce que vous avez tourné en extérieur. On a c'était- tourné dans les lieux où ça s'est vraiment passé. On tournait dans le Jersey nord de. Non, elle vivait dans le nord de l'Angleterre, dans un presbytère, parce que leur père était pasteur, je crois. Et on a tourné sur les Landes, enfin dans toute cette région assez Sauvage. inspirante et sauvage, parce que c'est cette atmosphère qui les a inspirés pour leur roman. Et quand 3 actrices tournent ensemble, c'est compliqué ou Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce tournage qui étaient qui était fausse? qui étaient plutôt de l'ordre de la légende, qui étaient assez fausses. Ça s'est bien passé, Oui, beaucoup mieux qu'on ne le dit. oui. Et puis en plus, c'était Téchiné, quelqu'un de très agréable parce qu'il est Intelligent. intelligent et puis... Il aime bien les acteurs, bien sûr. Et puis après, tu tournes Les Héritières avec... Martha Metzaros en Hongrie, oui. Avec cette actrice qui s'appelle Lily Monori, que j'avais vue dans des films de Martha Metzaros et que j'aimais beaucoup. J'avais très envie de faire un film avec elle. Et puis c'était un sujet prémonitoire. Oui, c'est vrai. Sur les mères porteuses. Oui, oui. Et puis tu fais Loulou avec Piala, Avec Piala, qui est un énorme succès. Un très beau film. Alors tu as... Ah, il est 13h. Oui, bientôt, l'heure des informations. Ah oui, alors il faut se dépêcher. Oui. On parlera tout à l'heure de Piala, parce que je crois que tu as 2 metteurs en scène dont on parle souvent et dont on dit non pas du mal, mais qui sont difficiles. Maurice Piala et Jean-Luc Godard. Et entre Loulou et Sauf qui peut la vie, Et Passion. parce Et que ce sont les Passion. deux films avec Godard. tu peux parler de mieux que personne de Piala et de Godard. Alors Isabelle, l'actualité, c'est aussi les Césars pour nous. Quand je dis pour nous, je veux dire, c'est pour les gens de cinéma. Alors, tu as eu un César? Jamais, non. Ah, tu n'as jamais Non. eu le César? Oh, tu le méritais, bon, moi je t'en donne un tout de C'est suite. évident. Mais enfin, tu as été souvent à la J'étais souvent manifestation. nominée, oui. Ah, tu as été nominée. Mais tu as été à la manifestation, je veux dire, Oui, tu- quelques fois. Oui. Bah oui, quand j'étais nominée, j'y allais. Je Ouais. perdais pas espoir. Oui, Cette année, j'y vais pas, je pars en vacances. parce que tu n'es pas nominée.
Et en plus, je suis pas nominée. Oui, Donc je pars en vacances. Tu pars en vacances. Est-ce que tu as l'impression que les Césars servent au cinéma, je veux dire Oh que, oui, hein? oui, quand même, oui. Les lauréats ne sont pas toujours de mon goût. Oui. Mais je crois que ça sert au cinéma, absolument. Je crois que ça a mis un certain temps, mais je crois que c'est maintenant une manifestation qui a sa place, qui a son importance. Et je crois que ça C'est sert, le bien 10e sûr. César cette année. Oui. Il y a un hommage à Christian Jacques qui va fêter son 100e film comme metteur en scène. Ouais. Il a 80 ans. C'est extraordinaire Ouais. parce qu'il est dans une forme merveilleuse. Et un hommage à Daniel Darius que je trouve tout Oh, à ça c'est fait... très très bien, oui. Tu l'aimes beaucoup, Daniel Oh, je Darius. l'adore. Moi, j'étais amoureux d'elle quand j'avais 10 ans. C'est une actrice sublime. Et puis, il y a eu bien sûr un hommage à François Truffaut, qui d'ailleurs va être, je crois, enfin, si tout marche bien, qui sera fait par Jean-Pierre Léaud et Jeanne Moreau, qui seront présents sur la scène, et avec Spielberg et Orson Welles, qui diront quelque chose sur François. Et je trouve ça très, très bien, parce que c'est un grand metteur en scène et un homme que tout le monde aimait. Ouais. Avec qui malheureusement j'ai Toi, pas eu le t'as bonheur de jamais tourner. travaillé. Et puis, est-ce que tu sens quand il y a des Césars comme ça que tu as des rivalités avec des actrices ou pas? Bien sûr, bah oui, c'est quand même l'essence même de cette manifestation, c'est que ça met les gens en compétition les uns par rapport aux autres, mais bon, c'est un jeu, je veux dire, c'est pas, Oui, bien c'est pas sûr, plus bien grave sûr. que ça. Non, c'est un jeu. Comme c'est disait ça. Pierre de Coubertin, l'important est d'y participer. Oui. Enfin, quand Romy Schneider Enfin, c'est bien agréable de gagner quand même. Quand Romy bien sûr. Schneider a eu son César, t'étais content. Oui, ben, elle en a eu 3, Romy, Oui. bien sûr. Hein? Ouais. Parce qu'avec Romy, tu as tourné. J'ai tourné, oui, de César et Rosalie, Oui. je faisais sa petite sœur. Mais depuis César, Non, je la revoyais quelques fois, mais j'ai jamais retourné avec Mais elle elle. t'aimait beaucoup, je sais. Beaucoup. Oui, oui. Et elle était très, très gentille. Et sur César et Rosalie, elle m'avait prise un petit peu comme ça sous sa protection, sous son aile, parce que voilà, elle voyait que j'étais un peu perdue. Elle était très, très gentille avec moi, je dois dire. Souvent un peu comme ça, dure et imprévisible avec les autres. Et je me sentais bien avec elle. Ça lui allait bien, elle, d'aller protéger les autres. Qui avait tant besoin, Oui, oui. qui avait tant besoin d'être protégée. Mais enfin, elle aimait bien sûr. avoir l'impression d'être un peu l'aînée. Absolument. Mais c'était comme une sœur, je dirais. Oui. Elle était, hein. En plus, comme je faisais sa petite sœur, c'était C'était bien pour le rôle aussi. bien pour le rôle. Alors, Isabelle, tu as tourné un grand film. Ah oui, je voudrais qu'on parle de Piala et de Godard avant Oui. de parler du film américain de Cimino, parce que ça, je t'ai trouvé génial et sublime. Il était un beau film qui, malheureusement, n'a pas eu de succès, oui, mais oui. qui était un grand film et qui, je crois, était un Qui peu en sera avance. redécouvert un Oui, jour oui. probablement. Mais on va parler de Maurice Piala et de Jean-Luc Godard. Alors, Maurice Piala m'avait dit une chose qui m'avait beaucoup frappé. Il me disait, on dit toujours que j'ai un caractère difficile. Mais Isabelle, elle parle le matin comme si elle avait son cartable et elle va au lycée et elle joue, elle se déchire, elle donne tout ce qu'elle peut dans la journée. Et elle rentre le soir, elle redéfait son cartable et c'est terminé. La journée est finie. Je veux dire, tu as traversé les orages, les tempêtes, en ne t'occupant que de ton personnage et tes rapports avec le metteur en scène, et sans t'occuper de ce qui se passait autour. C'est ça? Oui, enfin, c'est la seule solution. Et puis je crois qu'en plus les rapports avec Maurice Piala sont moins difficiles qu'on ne le dit. Je crois que c'est quelqu'un qui a une soif d'exigence, c'est quelqu'un de très précis, jusqu'à la maniaquerie. Mais j'ai trouvé ces dénominateurs communs à tous les grands metteurs en scène. Godard a les mêmes traits de caractère, Cimino les a aussi. Je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur, qui m'amuserait plutôt, je dois dire. Puis je pense que un metteur en scène, quand il tourne, finalement, dans un processus de création, comme ça, il est finalement plus fragilisé qu'on ne pense. Et moi, ça m'amuse assez d'être à la fois enfant et maman par rapport à eux. Enfant dans le sens que bon, il me modèle, il me filme. Enfin, je suis dans une relation finalement assez passive par rapport à eux. Et puis en même temps, sur un autre plan, comme ça, j'aime bien les aider en essayant de les comprendre, en essayant de. En plus, bon, je leur demande pas d'explication, je leur demande pas de s'expliquer sur leur attitude. Quand Godard arrive un matin et qu'il dit j'ai pas de désir de tourner et qu'il nous renvoie chez nous. Moi, personnellement, ça me frappe pas. Enfin bon, on tourne un mois de plus, mais et alors? Je veux dire, c'est pas. Je crois que bon, un tournage, c'est pas comme souvent veut le dire une certaine
imagerie d'Épinal comme ça, c'est pas forcément un endroit où on s'amuse. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. C'est un endroit où il y a une densité, une tension, mais c'est pas forcément un lieu de plaisir comme ça superficiel. Et donc j'ai jamais été surprise ni déçue quand ce genre d'atmosphère existe. Et puis en plus, bon, moi, ce qui compte, c'est au moment où on dit moteur. Tout le reste n'a que peu d'importance finalement. Je reste assez extérieure à tout ce qui peut se passer. Et quand on dit moteur, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est de ça qu'il faut se souvenir. Et c'est de ça qu'il faut profiter. Mais tu es quelqu'un, enfin je crois le connaître assez bien, qui a besoin qu'on t'aime et qu'on s'extériorise. Non, j'ai pas besoin qu'on s'occupe tellement de moi. Je prends pas les tournages pour des hôpitaux et les metteurs en scène pour des infirmiers. Contrairement peut-être à trop d'acteurs et d'actrices qui ont tendance à demander trop de choses. Je crois que la communication avec les metteurs en scène s'établit souvent d'une façon très intangible, très souterraine, et ça m'amuse, enfin ça m'intéresse de communiquer de cette façon-là, et je demande pas qu'on me prenne en charge. Je demande qu'on vienne me chercher, qu'on me raccompagne chez moi, mais une fois que je suis sur le tournage, je suis assez adulte pour m'en tirer toute seule. Et donc je crois que si ça s'est bien passé avec ces metteurs en scène-là, c'est à cause de ça. Je crois ils ont très peur en fait de la demande qu'on peut avoir d'eux. Et si on commence à demander à Godard ce qu'il veut dire, je veux dire, Godard vous répond, mais il vous répond toujours d'une façon tangentielle, il vous répond pas directement. Et c'est comme ça qu'il faut se conduire avec lui. Et Piala, c'est un petit peu pareil. Je crois qu'il vous apporte des choses au moment où on tourne. Et il faut savoir prendre la façon dont il vous donne des choses. Donc tu retourneras avec Piala et tu retourneras avec Godard. Oui, tout de suite. Hein ? Jean-Claude Brialy reçoit Isabelle Huppert. Alors Isabelle, on a parlé de Maurice Piala, de Jean-Luc Godard, qui sont des metteurs en scène qui ont joué un rôle très important dans ta vie. Et puis Cimino avec Les Portes du Paradis, car c'est un film maudit qui a coûté très cher, ouais. 35 millions de dollars. Et donc tu étais la vedette, qui est unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices françaises qui peuvent dire « J'ai été dans un grand film américain », même si le film n'a pas bien marché. Oui, et j'ai coulé les artistes associés surtout. Il y en a encore moins qui peuvent le dire. Et oui, mais je crois que c'est un film qu'on redécouvrira. Je crois qu'il est maudit parce qu'il a coûté si cher, justement, et par son sujet aussi. Je crois que c'était un film violemment anti-américain qui touchait comme ça à quelque chose de l'essence même de la nation américaine, et je crois que les Américains ne l'ont pas supporté. Puis alors on aurait pu penser qu'à la suite de ça, les Européens ils réagiraient d'une façon plus positive. Ils ne l'ont pas fait, et maintenant il ne se passe pas de semaines sans que je rencontre quelqu'un qui me dise qu'il a adoré Les Portes du Paradis. Je me dis, si tous ces gens-là qui ont adoré maintenant l'avaient vu à la sortie, probablement ça aurait mieux marché. Je pense que le film sera redécouvert un jour. C'est un film magnifique, mais qu'il faudrait ressortir dans sa version longue, c'est-à-dire la version de 4 heures qui avait été exploitée seulement une semaine à New York, et qui est en fait la vraie version du film, dans lequel il prend toute sa dimension. Bon, tu as travaillé beaucoup parce que tu as appris à monter à cheval, à valser, à faire du patin à roulette. Ça a duré 6 mois de tournage, dans des conditions parfois difficiles. Je parle du climat. Ouais. Et puis, tu dis que c'était assez comme des colonies de vacances. Un petit peu, oui, parce que je me suis retrouvée dans cet hôtel dans le Montana, et puis on partait tous les matins en groupe, s'entraîner, faire du cheval, apprendre à tirer au pistolet, apprendre à conduire des carrioles. Il y avait un côté un peu colonie de vacances, c'est vrai. Mais c'était une expérience extraordinaire, pas très hollywoodienne d'ailleurs, au sens où, enfin, je m'attendais pas à ça. C'était plutôt artisanal. C'était très artisanal. Bon, il y avait des moyens gigantesques mis en œuvre, mais finalement dont on se rendait pas tellement compte. Et c'était plus artisanal, c'est vrai. Mais peut-être qu'en fait, ça se passe plus souvent comme ça qu'on ne le pense aux États-Unis, finalement. Vu de loin, comme ça, on croit que tout baigne dans le luxe. Et je crois qu'en fait, les piscines, les grandes villas, tout ça. Et avant tout, je crois, il travaille énormément. Quand tu as été quand même longtemps, en dehors du tournage, tu as été longtemps en Amérique. Je suis allée très souvent, oui. Est-ce qu'à Los Angeles, tu as rencontré des stars, comme on dit, des gens qui nous ont fait rêver Oui, j'en ai rencontré, pas tellement en fin de compte, non, pas énormément. Non. J'en ai plus rencontré peut-être. Pacino, Dustin Hoffman. Non, oui, je les ai Robert rencontrés, mais à New York. Tout ça, ce sont des stars plus new-yorkaises que californiennes.
Donc je les ai plutôt connues à New York. Mais toutes les actrices disent qu'elles sont très très connues aux États-Unis, ce qui est faux. Qui est totalement faux. Oui, je sais bien. Elles sont connues à Manhattan, quoi. Oui. Même pas à New York, à Non, Manhattan. un petit peu à New York et puis quelquefois à Los Boston, Angeles dans le quoi, climat Los des Angeles. gens de cinéma. Mais est-ce que tu penses, même après l'échec du film, que tu es une actrice française connue aux États-Unis? Connue, je ne sais pas. Les gens les gens de cinéma me connaissent, mais encore une fois, c'est une chose d'être connue à New York, ça en est une autre d'être connue à Kansas City. Je pense pas du tout que je sois connue à Kansas City. Non, je crois qu'on C'est très dur d'atteindre les couches profondes de même l'Amérique. Simone Signoret qui a eu l'Oscar, puisque c'est la seule actrice française qui a eu l'Oscar. Enfin, Simone Signoret est connue quand même, son Oui. nom est très connu quand même. Oui. C'est Jeanne Moreau, Simone Signoret, ces actrices-là sont très connues là-bas. Oui, Catherine Deneuve est connue plus par ce qu'elle fait pour Chanel au Saint-Laurent que par les films, pas à cause d'elle, mais... Parce que les films, d'abord aux États-Unis, quand ils sont exploités, ils ne sortent pas partout. Ils sortent dans les villes principales, ils sortent à C'est New ça, York, dans ils un sortent à circuit Los assez Angeles, mais restreint. ça reste là. Alors après Sarah Bernard, après Garbeau, après Edwige Feuillère, après Ludmilla Tcherina, après Micheline Prel, tu vas être la 22e Dame aux camélias. Oui. La vraie, parce qu'en principe, le film s'appelle La Dame aux camélias, je crois qu'il aurait dû s'appeler Alphonsine finalement. C'était Oui. pas vraiment La Dame aux camélias, c'était l'histoire de la vraie jeune fille qui a fait naître la légende qu'Alexandre Dumas avait connue, puis dont il s'est inspiré finalement pour écrire le livre, et d'une façon comme ça très, très enjolivée, très idéalisée. Donc je crois que l'idée était plutôt comme ça de restituer le personnage dans sa vérité historique, dans sa réalité. Et c'était une démarche que j'aimais bien, j'aimais beaucoup cette idée en fait d'un personnage comme ça qui n'a jamais ressemblé à ce qu'on a voulu lui faire ressembler. C'est-à-dire qu'elle est morte à 22 ans et que toutes les actrices qui avaient joué avant toi avaient 50 ans passés. Non, je veux dire, c'est la vérité. Je veux dire, enfin, sauf Garbeau qui devait avoir Oui, Garbeau devait être plus jeune, 35 quand même. ans. Non, mais elle n'avait pas 20 ans. Et que c'est vrai que cette Alphonsine Plessis, Marie Duplessis, Marie comme on dit Duplessis. dans le roman, mais c'était Alphonsine Plessis, la vraie, dont Alexandre Dumas, fils, était amoureux. Et elle disait une chose très belle, enfin je ne sais pas si c'était dans le film, je ne me rappelle plus. Elle disait: le mensonge blanchit les dents. C'est beau. Car c'était une grande menteuse. Et elle avait une chose extraordinaire quand elle... ça devait être dans le film, parce que c'était Posner et Jean Orange qui avaient Qui fait avait écrit le scénario, l'adaptation. oui. Je le dis parce que c'était une idée à moi. Et qui avait une scène magnifique, et que je crois qui te convient bien à toi, Isabelle Huppert. Et je raconte ça à Julie. Cette jeune femme qui était un peu souffrante, mais qui n'était pas encore malade comme à la fin de sa vie, était très coquette et se levait très tard. Elle buvait du champagne et elle avait toujours très froid. Donc il y avait des feux dans les cheminées de son petit appartement qu'elle habitait. Boulevard de la Madeleine. Boulevard de la Madeleine, mais aussi près de la rue Havre-Martin, où elle avait un appartement. Et tous les gens lui offraient des camélias, puisque c'était la dame aux camélias. Et le matin, les femmes de chambre jetaient les camélias qui n'étaient plus frais de la veille pour attendre les frais du lendemain. Et les petits garçons attendaient dans la rue, sur le trottoir, que les femmes de chambre jettent les camélias pour les porter à leur mère. Elle les jetait par la fenêtre. Par la fenêtre. C'est joli. Et c'est une belle idée de scène dans un film qui n'y est pas. Elle n'est pas dans le film, malheureusement. Et quand elle sortait de sa chambre, où 5 ou 6 messieurs l'attendaient, dans un salon, la nanine préparait des boissons, champagne ou orangeade, et ces messieurs se rencontraient et disaient: est-ce que vous pensez qu'elle va sortir avec moi ce soir? Alors on disait: je ne sais pas. Et ils étaient tous jeunes, beaux et riches. C'était pas... Elle avait bien sûr des protecteurs qui étaient plus âgés, mais elle avait beaucoup de fiancés très très jeunes. Et un soir, elle est arrivée, belle comme tout, elle allait à l'opéra, et tous les garçons se sont précipités sur elle. Ils étaient dans le salon, ils s'étaient salués, ils attendaient de savoir lequel elle allait choisir. Elle a dit: messieurs, ce soir, aucun de vous, je veux que Paris me sente libre. Et ça tirait bien, ça, Ah oui. n'est-ce pas? Aujourd'hui, Jean-Claude Brialy reçoit Isabelle Huppert. Alors Isabelle, on va pas parler donc de tous les films que tu as fait, parce que tu en as beaucoup, Ça serait trop long. et des grands beaux films. Bon, Les ailes de la colombe de Benoît Jacot, Passion, on a parlé tout à l'heure, avec Michel Piccoli, Anna Chegoula
et bien sûr Godard. Coup de torchon de Tavernier avec tes copains Noiret, et il y avait Stéphane Audran et Eddie Mitchell. Ouais. Et puis Au profond de Michel Deville, qui est un très beau film, avec beaucoup. Jean-Louis Trintignant, où tu jouais une femme un peu perverse. Une femme enfant. Tu en as joué beaucoup, les femmes enfants perverses. J'en ai joué beaucoup, et La Truite, Au profond. Alors La Truite, c'était Lozé. Oui. Et Lozé, tu l'avais rencontré devant un bowling. Oui, je l'avais rencontré à Bayreuth, il y a assez longtemps, et il y avait un bowling dans le sous-sol de l'hôtel où je jouais, et il s'est approché de moi et m'a dit « Est-ce que vous avez lu La Truite ?» Alors j'ai dit non. Alors il m'a dit « Lisez-le ». Et je l'ai lu et j'ai compris évidemment pourquoi il m'avait demandé si j'avais lu La Truite, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui, au départ, joue dans un bowling. Et puis il s'est passé quelques années, et puis finalement le film s'est fait. Avec Jacques Spiesser. Avec Jacques Spiesser, avec Jean-Pierre Castel, Jeanne Moreau et Daniel Olbrychski. Mais attendez, alors si vous n'aviez pas été dans le bowling, vous n'auriez jamais... Je ne sais pas, c'est ces rencontres du hasard. D'ailleurs, Lozé avait failli faire... Oui, il avait... Oui, absolument, il avait failli le faire, oui, absolument. Et puis alors, tu fais Histoire de Pierrat avec Ferreri et Marco, mais ça ne s'est pas totalement bien passé. Oui, je me suis pas spécialement... Non, on va parler plutôt de Coup de foudre, qui est un film de Diane Curis avec notre ami Miu Miu, qui a été un très très grand succès en France, ça a été vraiment un grand succès aux États-Unis. Et en Amérique. Prix de l'Académie nationale du cinéma, c'est un énorme succès. Et puis La femme de mon pote de Bertrand Blier avec ton ami Coluche. Avec Coluche et avec Thierry Lhermitte. Et Thierry Lhermitte, où Coluche a été un partenaire adorable, attentif. Formidable, et puis je trouve qu'il est extraordinaire dans le film. Je crois que c'est un film qui n'a pas été tout à fait reçu comme il aurait dû l'être. On s'attendait comme ça à une comédie d'un certain style et qui n'était pas... C'était un peu douce amère. Oui, en fait c'est une comédie comme ça, assez mélancolique, nostalgique, c'est une histoire d'amour, sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est un film de Bertrand Blier que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et puis La Gare, c'est le dernier film avant de Christine Pascal, avant le film de ta sœur. Avant Signé Charlotte. Et le film de Balasco. Alors évidemment, l'événement le plus important dans ta vie, dans ta carrière, de tes films, c'est la naissance de Lolita, 1er octobre, parce que c'est ta petite fille, je sais parce que j'ai tourné avec toi, et du matin, midi et soir, on entendait parler de la pitchounette, ou la pitchounette, comme elle est belle. Regarde, c'est la plus belle. Regarde comme elle parle, comme elle dit, comme elle chante, qu'elle est venue au Louvre nous voir tourner. Et je veux dire qu'elle est ravissante et mignonne et sage. Sage. Enfin, j'ai remarqué quand même, elle mettait ses jambes un petit peu en l'air. Je ne sais pas si c'est un présage. Elle commence très tôt. Oh oui, elle est mignonne comme tout. Hein. Elle est très T'es folle de ta fille. Bien sûr. Bah, c'est normal. Mais enfin, tu en es toi plus que folle que les autres. Je sais pas comment sont les partout. Autres. Oui, je l'emmène Tu as fait des grands voyages et tu l'as emmené avec toi. Je m'en sépare jamais. Alors, quels sont les projets, Isabelle ? Alors, les projets sont pas très précis pour le moment. J'ai un projet de film avec Gilles Béat, un film avec Bernard Giraudot qui doit se tourner en Argentine. Un projet avec Claude Chabrol, et puis voilà. Puis des projets à l'étranger, mais dont je préfère pas parler pour le moment. Par superstition, rien n'est sûr. Donc le projet le plus immédiat, c'est partir en vacances. Partir en vacances. Alors, je vous recommande d'aller voir Signé Charlotte, qui est un film de Caroline Huppert, la sœur d'Isabelle. Le film a été écrit par Caroline Huppert, Luc Béraud et Joël Coron. La musique est de Philippe Sard. Il y a une très jolie chanson qui s'appelle Souvenir chiffonné. Il y a Neil Arestrup, Christine Pascal, et puis Roland Blanche, et puis la participation de Jean-Michel Ribes. Voilà. Hein? Et puis la musique, le disque sort cette semaine également, en même temps que le film. Tu vas être au hit parade au top 50. Marlène Jobert y est rentrée, il faut que tu te dépêches. Hein. Oui, je vais avoir du mal à faire aussi bien qu'elle, je dois dire. Ça marche bien son disque. Ça marche très très bien. Puis on parlera plus tard du sac de nœuds de Balasco. Hein, qui sort le 20 mars. Alors ta plus grande angoisse, c'est d'être transparente. Ma plus grande angoisse ou mon plus grand désir ? Ah bon, ton plus grand désir, c'est d'être transparente ? Je crois, oui. Ah, mais oui. Comme disait quand on était petit, dis, pousse-toi là, ton père n'est pas vitrier. Je crois, oui. Timide mais sociable. Une vie très discrète, et c'est vrai que tu es très discrète sur ta vie privée, on ne voit jamais rien de ta vie privée. Rien ne transparaît. C'est parce que tu veux rester mystérieuse. Non, pas du tout. C'est parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu vis avec un jeune homme très beau et très sympathique. Pas du tout, mais je crois que j'ai toujours eu comme ça, pour principe d'élever un mur entre la vie professionnelle et la vie privée. La vie privée, quand on commence à en parler, par définition, elle n'est plus privée. Et elle n'a de valeur que si elle reste vraiment privée, je crois. Et c'est pas par goût du mystère, c'est pas par calcul. C'est pour protéger aussi ton bonheur, peut-être. Oui, je crois que les choses qu'on aime n'ont pas de prix et
quand on les montre, elles perdent de leur prix. C'est très joli ce que tu dis. Elle parle comme Simone de Beauvoir. Oh, c'est un grand compliment que Bien tu me fais là. entendu, bien Elle J'aime sait très beaucoup bien Simone de analyser. Elle Beauvoir. parle bien, mais elle sait bien analyser. Je trouve Ah, son ça y est, métier, ça deux n'a femmes j'ai au mon bac, combat, ça alors. y est. Il est temps qu'on finisse l'émission. Ton film préféré, le dernier, c'est Les Ripoux de Claude Zidi. J'aime beaucoup les ripoux. Oui. Oui. Comment le sais-tu? Je trouve Mais ça parce formidable. que- Mais tu sais tout, toi. Mais parce que d'abord, T'es un Chantal flic, Privat comme dans les Ripoux. Chantal Privat a fait une enquête au ministère de l'Intérieur. Elle est très amie avec Monsieur Jox. Et alors? Et alors, elle sait que tu as aimé, elle t'a suivi. Et Elle m'a vu entrer dans le Oui, cinéma oui. et en ressortir la mine réjouie. Oui. Eh ben oui, j'aime beaucoup les ripoux. Je trouve ça formidable. Voilà, alors j'espère qu'il aura J'espère qu'il aura le César. Voilà. Ah, donc on sait que tu as voté comme moi pour Les Ripoux, c'est pareil comme moi. Et puis, tu reçois peu tes amis. Pourquoi tu restes fermé? Tu regardes ta vidéo, c'est tout. Je regarde ma vidéo, oui. Et je me promène dans les rues. Et tu Le nez fais de la ouvert. gymnastique? Oui, enfin, Tu aimes la campagne? pas énormément. Tu aimes Pas la beaucoup. campagne? Non, j'aime mieux la ville. J'aime bien la campagne, mais pas trop longtemps. Tu es fasciné par le silence? Tu as J'aime été bien le gâté silence. là aujourd'hui Ah oui, avec. avec moi. J'aime bien le silence, oui. J'aime bien. T'aimes bien rêver? Je trouve qu'il y a trop de bruit, qu'on vit tout le temps dans le bruit. C'est très désagréable. Tu aimes les animaux en peluche? J'adore les nounours en peluche, oui. Et tu aimerais avoir d'autres enfants? Ta sœur dit que tu voudrais avoir 5 Elle dit que je enfants. voudrais en avoir 5. Elle s'avance un petit peu, là. Non, ça c'est de la part de certaines autres actrices qui ont dû dire si pendant qu'elle a des enfants, elle fait pas de film. Et alors ça Voilà, serait bien à qu'elle mon en avis, fasse c'est 7, ça. Tant 8, qu'elle 9, fait des 10. enfants, elle fait pas de film. Enfin, t'aimerais bien J'arrive avoir à des- faire les deux. Oui, c'est ça qui, Hein. qui les C'est ça qui embête est formidable encore parce que je plus. demande qu'on me filme qu'en gros plan. Parce que je ne le dis pas. Et Ah, t'es finalement, pas on est folle. obligé de me faire que des gros Ah, c'est plans. un bon truc quand on Mais est oui. enceinte et quand on est actrice. C'est pour ça que j'ai tellement de gros plans sur la femme de mon pote. Ah oui, Mais parce- bien sûr. Parce qu'on pouvait pas voir ton petit ventre. Ben, c'est évident. Tes acteurs préférés, tes actrices préférées sont Garbeau et Louise Brooks. Oui, Daniel Darieux aussi et Viviane Lee. Ah, très bien. Et Ouais. tes acteurs préférés? Mes acteurs préférés. Coupé. Envoyez le générique. Non, faut qu'on sache. Jean-Claude Brialy, Non, non, qui c'est tes Robert acteurs De préférés? Niro, Monty Clift, Trevor Howard pour le passé. Et pour le présent, De Niro. Delon, Belmondo, Alain Delon. Depardieu. Oui, oui, Depardieu, oui, oui. Bien sûr. Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, oui, enfin. On peut tous les Giraudot, citer. enfin tous les mêmes. Oui, oui, toujours. Non, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que tu as eu de beaux partenaires dans ta vie. Des beaux, des moins beaux, mais toujours des bons. Et tu es heureuse? Oui, oui, oui. Enfin, on croit toujours que je le suis pas tout à fait parce que je prends toujours un temps de réflexion avant de répondre si je suis heureuse parce que oui, je le suis. Oui, oui. Alors, bonnes vacances, ma chère Isabelle. Hein? Merci Et si Jean-Claude. jamais rentrant, tu ne fais pas un film tout de suite et que Lolita a un petit frère, je saurais que tu as passé de bonnes vacances.